Le 13h, Véronique Barbier. À la une de l'actualité, cette vague de chaleur qui se poursuit, plus de 30 degrés un peu partout dans le pays et dans les villes, le ressenti est même encore plus brûlant. Un conseil en période de canicule, il faut boire beaucoup d'eau. Encore faut-il en trouver. Les fontaines publiques ne sont pas disponibles partout. Et pour trouver de la fraîcheur, certains partent à la côte. Elle a tellement eu la cote ce week-end que des bourgmestres ont limité l'arrivée des touristes. Et c'est le cas encore ce lundi à Knock, où nous rejoindrons Éric Bévert. À Paris, il faut désormais sortir masqué, notamment dans les quartiers touristiques où la distanciation sociale est impossible à respecter. Nous retrouverons Adine Percept sur place. Ils étaient à Beyrouth au moment de cette double explosion il y a quelques jours. Ils ont atterri ce matin à Bruxelles, rencontre avec des voyageurs traumatisés. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Le coup de chaud se prolonge donc dans notre pays. Le mercure devrait monter jusqu'à 34 degrés aujourd'hui. Et si on prend en compte les températures ressenties, on dépassera largement les 40 degrés à certains endroits. Alors évidemment, cela a des conséquences, notamment sur les concentrations en ozone. Le seuil d'information européen a été dépassé plusieurs fois ce week-end et il le sera encore aujourd'hui. Caroline Dossogne, ce n'est donc pas le moment de faire des efforts physiques ? Ah non, ce n'est vraiment pas le moment de se lancer dans des performances sportives. Il faut éviter tous les efforts physiques intenses, mais même d'une manière plus générale, les efforts physiques inhabituels en plein air entre midi et 22h, car c'est la période où les concentrations sont les plus élevées. Et hier, effectivement, ces concentrations ont dépassé le seuil d'information européen en 2 endroits situés en Flandre. Il y a tout d'abord ici, près d'Anvers, et puis plus loin, tout près du littoral. Ailleurs, c'était un petit peu mieux, grâce notamment au vent et puis aussi aux quelques orages isolés. Alors ça ne va pas s'arranger pour aujourd'hui, on va encore dépasser le seuil d'information, ce sera le cas encore les prochains jours, ce n'est que jeudi que ça devrait s'améliorer. Mais alors, ça signifie quoi ces seuils d'information européens, seuils d'alerte également? Tous les pays européens ont décidé qu'à partir d'une concentration de 180 microgrammes par mètre cube d'ozone, il fallait informer la population. Pourquoi? Parce que ces concentrations provoquent des troubles au niveau de la santé, principalement au niveau du système respiratoire. Donc les plus sensibles, les personnes les plus sensibles comme les asthmatiques, les jeunes enfants ou les personnes âgées risquent d'être atteintes à 180 microgrammes par mètre cube. En revanche, il y a aussi le seuil d'alerte. Là, c'est 240 microgrammes par mètre cube. Et là, c'est toute la population qui pourrait ressentir ces troubles. Et donc, vous l'avez bien compris, Véronique, pour l'instant, le meilleur à faire, c'est de rester au frais et au repos. Restez au frais. Merci Caroline Dossogne. Ce sera difficile, cela dit, puisque, je vous le disais, on attend 34 degrés aujourd'hui. À certains endroits, on pourrait ressentir d'ailleurs des températures qui vont monter jusqu'à 40-45 degrés. Ce sera le cas à Liège, où les habitants rêvent d'endroits frais. La ville a des projets, mais ils doivent encore être développés. Reportage de Natacha Mann. Sous un soleil de plomb, il n'est pas encore midi et pourtant, loin des nuages et de l'ombre, le thermomètre affiche déjà 34 degrés. Alors ici, tous cherchent à se rafraîchir, mais force est de constater qu'en plein centre-ville, ce n'est pas chose simple. Je soigne de partout, très franchement. Même à l'ombre? Même à l'ombre. Et ici, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment beaucoup, donc c'est un petit peu compliqué. C'est dur, surtout que je vis dans les combles d'un immeuble, donc c'est vrai que c'est pas agréable, mais bon voilà, il va falloir s'y habituer, je pense. Tous se verraient bien au milieu des bois, sous de grands arbres. Il faut dire qu'en ville, le mercure peut afficher jusqu'à 10 degrés de plus qu'à la campagne, pour une raison très simple. Les centres-villes sont des zones où il y a toute une série de matériaux qui vont réfléchir la chaleur, comme par exemple le tarmac ou le béton des bâtiments. Et toute cette chaleur, elle va être répercutée et ça va faire une espèce de dôme de chaleur autour de la ville. Ce qu'on ne va pas avoir à la campagne, parce qu'à la campagne, on va avoir toute une série de zones végétalisées, des forêts, des prairies, etc., qui, elles, vont absorber la chaleur. Il existe pourtant des solutions. Les points d'eau, par exemple, permettent de faire baisser la température, mais il y a autre chose d'encore plus efficace. Une des meilleures solutions, c'est de mettre de la végétation. Alors de la végétation aussi bien dans des parcs ou alors végétaliser des façades. Pourquoi? Parce que d'une part, le béton, si la façade est végétalisée, le béton ne va pas absorber de la chaleur. Et d'autre part, la végétation va pouvoir évaporer de l'eau. Et qui dit évaporer dit consommation de chaleur. Différentes villes réfléchissent à la problématique. À Liège, le collège communal a décidé de lancer un plan d'action intitulé Canopée. Objectif, planter plus de 20 000 arbres d'ici 2030.
La végétalisation des espaces publics minéraux est vraiment la clé pour adapter les villes au changement climatique. L'idée, c'est de planter des arbres massivement entre 2020 et 2030, histoire d'obtenir des arbres matures à l'horizon 2040-2050 qui vont procurer un effet rafraîchissant et qui diminuent la température. Actuellement, la ville de Liège réalise une étude afin notamment de déterminer où les nouveaux arbres seront plantés. Les premiers devraient l'être en 2021. Un petit conseil de prudence par ces fortes chaleurs. Il faut boire de l'eau de préférence, mais dans beaucoup de villes, vous ne trouverez aucune fontaine publique. C'est le cas à Namur, même si un projet est à l'étude. Par contre, à Liège, on trouve des points d'eau accessibles. Reportage de Benjamin Verporten et Mathieu Bonnier. Quelques points d'eau dans les toilettes publiques, mais pas de fontaine dans les rues. Dans la capitale wallonne, le constat est criant. Personnellement, je les utiliserai pas, mais après, si quelqu'un a besoin de boire par les fortes chaleurs, je trouverais ça bien, oui. En cette période, je suis pas certaine que ce soit vraiment l'idéal d'aller mettre ça. Parce que bon, forcément, tout le monde va enlever le masque, tout le monde va aller mettre peut-être ses mains, sa bouche. C'est vrai que c'est intéressant quand même, de l'eau un peu gratuite pour tout le monde. Comme ça, même pour les SDF plus précisément, eux aussi pourraient avoir de l'eau. Il y a des fois où on n'a pas forcément 1 euro en poche pour acheter une bouteille d'eau ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. En France, j'ai vu hier, il y en a partout. Ici, il y en a où? Dites-moi. Pour le moment, nulle part ici à Namur, mais depuis les dernières canicules estivales, la réflexion est en cours. Force est de constater que sur Namur, il n'y en avait pas encore et donc on travaille pour y remédier à travers la constitution d'un réseau de plusieurs fontaines que l'on souhaite mettre en application le plus rapidement possible. Initialement, un réseau de 7 fontaines devait être installé cet été, mais il y a eu des retards à cause de la crise sanitaire. Quant à la gestion de ces points d'eau, elle sera assurée par la Société Wallonne des Eaux via une convention. Nous avons été sollicités par 2-3 communes. Donc l'objectif est, en tout cas, au travers de l'expérience que nous pourrions mener avec la ville de Namur, c'est de pouvoir en tirer tous les enseignements. Autre ville, autre réalité, à Liège, 9 fontaines d'eau potable sont accessibles et permettent de remplir gourdes ou bouteilles. C'est très très utile et ce point d'eau tombe bien à point. C'est parfait. Avoir de l'eau potable et bien fraîche comme ça, donc c'est quelque chose de bénéfique, surtout pour les enfants. Reste un constat, peu de grandes villes wallonnes offrent ce service aux citoyens. À Charleroi, pas de fontaine d'eau non plus, mais une distribution d'eau sera assurée pour les personnes les plus fragiles. À la côte belge, les touristes d'un jour sont à nouveau acceptés partout, sauf à Knock. Éric Bévert, la commune continue d'interdire les allers-retours. Vu la chaleur, les autorités ont peur des difficultés en cas de grosse affluence. Effectivement, sauf que la grosse affluence, elle n'est pas vraiment au rendez-vous ce lundi matin à Knock. Regardez derrière moi, les transats ne sont pas tous occupés. La plage est un peu la même chose, elle n'affiche pas complet. Loin de là, alors d'accord, nous sommes sur le temps de midi, c'est la marée basse, et puis nous sommes lundi, plus le week-end, mais tout le monde le dit ici, c'est le calme plat ici depuis la journée folle de samedi, une journée très très compliquée. Le bourgmestre de Knock, Léopold Lippens, nous confie qu'il n'avait jamais connu ça. Beaucoup de monde venu notamment du nord de la France, avec notamment des groupes de jeunes souvent indisciplinés. Résultat, la police a décidé de serrer la vis et de limiter les accès. Rien qu'hier, 500 voitures françaises ont été refoulées, mais aujourd'hui, on peut venir, mais les touristes d'un jour, eux, sont interdits. En tout cas, on leur déconseille fortement de venir. Écoutez le bourgmestre Léopold Lippens justifier sa mesure. On a des gens qui viennent de Bruxelles, de Gand, d'Anvers, de Liège, du nord de la France et de la Hollande, et qui considèrent qu'ils peuvent se permettre de se conduire comme ils veulent dans une station balnéaire où on a des règles de base, en plus avec les règles du corona, et ils ne les respectent pas. Alors nous avons eu un surplus de monde, c'était plus possible de garantir la sécurité au point de vue ambulance, au point de vue pompiers, au point de vue sécurité pour la police, et donc on a décidé d'essayer de limiter les touristes d'un jour. Interdiction donc de venir passer la journée à Knock, mais honnêtement, nous n'avons pas vu de contrôle ni sur la route ni à la gare de Knock. Je ne pense pas qu'on devra refouler beaucoup de monde aujourd'hui, mais le bourgmestre maintient sa mesure quand même.
sans doute en prévision du week-end prochain. Ce sera le week-end du 15 août et malgré la baisse annoncée des températures, on s'attend à une nouvelle ruée vers le littoral. Oui, le 15 août qui est très particulier à Knock. Merci Éric Bévert pour ces précisions en direct de la côte. Et cet afflux de touristes samedi avait découlé sur une bagarre sur la plage de Blankenberg. Plusieurs personnes avaient été interpellées. 3 jeunes bruxellois connus de la justice vont comparaître aujourd'hui devant un juge d'instruction. Ils pourraient être placés sous mandat d'arrêt. Ils sont suspectés de coups et blessures volontaires et de rébellion armée. Et puis, vu les restrictions imposées ce week-end du côté de la côte belge, certains pouvaient être tentés de traverser les frontières pour aller plonger dans les eaux hollandaises ou françaises. Exemple, à Bredune, dans le nord de la France, Pierre Huidard est allé à la rencontre des Belges qui étaient présents sur place. Bredune, à marée basse, il y a de la place pour tout le monde. Les vacanciers prennent l'air frais sous le regard des sauveteurs. On cherche des Belges, vous envoyez dans vos jumelles? Alors la jumelle, c'est difficile de différencier français et belge, mais c'est vrai que sur le sable ou sur la digue, on a beaucoup de Belges régulièrement qui viennent nous poser quelques questions sur la réglementation de nos plages en termes soit des masques, soit les chiens, les cerfs-volants, etc. Enfin tout ce qui concerne la plage. Mais en termes de fréquentation, on a l'habitude d'avoir ce genre de population ici, que ce soit les années précédentes ou cette année avec le Covid. Des Belges attirés par cette station française pour plusieurs raisons, mais on n'en a pas croisé qui fuyaient ou évitaient spécialement la côte belge. J'avais déjà, bien avant, décidé de venir ici. Maintenant, voilà, ce qui s'est passé à la côte belge, c'est pas non plus... Ça m'a convaincu encore plus de venir ici, on va dire ça comme ça. Sur les bagarres, comme ça, il y avait l'air d'avoir beaucoup de monde sur les plages, donc ça reste quand même assez dangereux. On va dire plus facile d'accès, mais bon, les gens respectent moins les règles, pas de port de masque. Ça commence à venir, je vois. En fait, le masque n'est pas obligatoire sur la plage et sur la digue, il est seulement recommandé. Si ce couple vient à Bredune, ce n'est pas à cause du masque, mais du prix de l'immobilier. Nous avons acheté une petite maison ici, qui est nettement moins chère qu'à Middelkerk, où on voulait aller. Et alors, ici au niveau du masque, c'est moins sévère qu'en Belgique, et c'est dommage parce que moi j'ai eu le Covid au mois de mars, et le masque je le mets quasi en permanence. La côte française n'est pas le paradis des Belges. Bredune aussi, c'est parfois compliqué et bondé. On nous conseille de venir vérifier ça à marée haute. Et puis pas envie de rejoindre le littoral, eh bien pas de souci, vous pouvez vous arrêter au barrage de l'Odeur qui compte 70 km de berges. 2 zones de baignade surveillées ont d'ailleurs été aménagées, sauf que la première, en province de Hainaut, est ouverte et celle située en province de Namur ne l'est pas. Alors bonjour Guillaume Wolf, 2 zones, 2 réalités différentes, pourquoi ? Oui, exactement. Il y a 2 zones. D'abord, celle où je me trouve ici, c'est l'espace fun sur la commune de Froid-Chapelle, province de Hainaut. Celle-ci est ouverte. C'est en fait la zone la plus complète où il y a le plus d'activités possibles, en plus de la baignade. Et puis, un petit peu plus loin, par là, il y a la zone de baignade dite de Fall-en-Prise sur la commune de Serfontaine, province de Namur cette fois. Et là, cette zone-là, elle est fermée depuis quelques jours sur ordre du bourgmestre qui a constaté que les gestes barrières, le port du masque par exemple, n'étaient pas respectés. Alors résultat, eh bien, il ne reste plus qu'une seule zone de baignade ici, mais on le sait très bien, c'est un secret de polichinelle, beaucoup de gens vont se baigner en dehors de ces 2 zones de baignade. Et vous l'avez dit Véronique, il y a plus de 70 km de berges, impossible de tout surveiller, surtout quand il y a parfois 30 000 plaisanciers sur une grosse journée et très peu de policiers pour surveiller à la fois l'interdiction de la baignade et à la fois le port du masque par exemple. Alors comment ça se passe ici ? Eh bien plutôt bien, je trouve, depuis ce matin, il n'y a pas trop de monde. La règle, c'est le port du masque lorsqu'on se déplace, pas lorsqu'on est statique, et cette règle est plutôt bien respectée. En fait, ici, beaucoup de choses ont été faites pour ne pas en arriver à une fermeture du site comme à Fall-en-Prise. Je vous propose d'écouter le gestionnaire du site. Nous, quoi qu'il arrive, on a mis un protocole en place et donc, en partenariat avec les lacs de l'Odeur, on a structuré l'espace de manière à pouvoir canaliser les entrées et à partir du moment où il y a trop de monde sur la plage et que donc on ne peut pas garantir le respect des distanciations, on bloque l'entrée, on fait une entrée, une sortie, 2 entrées, 2 sorties et cette décision n'est pas prise uniquement par moi mais en partenariat avec les maîtres nageurs, les agents de sécurité, la responsable sécurité du lac et tout ça avec l'avis des policiers quand ils sont présents. Et force est de constater depuis qu'on a mis cette méthode en place, l'ambiance est assez sympa et on arrive à maintenir les normes sanitaires.
Voilà pour les règles au barrage de l'Odeur. Merci Guillaume Wolf pour ces précisions. Il est 13h13 à suivre dans ce journal des soldes en mode mineur. Les commerçants sont déçus. Le port du masque et le délai imposé de 30 minutes semblent décourager les clients. Le bilan serait catastrophique. On vous emmène au cœur du Pays Noir sur un sentier de randonnée qui traverse Charleroi et ses alentours. C'est notre perle d'été du jour. Créer un parfum qui a l'odeur de la lune, voilà le défi un peu fou que s'est lancé un sculpteur d'arômes français. Et nous allons donc passer maintenant à l'actualité liée au coronavirus et aux chiffres. L'augmentation des contaminations dans notre pays se poursuit, mais elle n'est plus aussi forte que les semaines précédentes. Regardez, ces derniers jours, on comptait 580 contaminations par jour, une augmentation de 16%. Il y a en moyenne 27 hospitalisations par jour, soit 12% de plus que la semaine précédente. Et un tiers de ces hospitalisations a lieu à Bruxelles. Il semble donc que les mesures prises il y a 15 jours portent leurs fruits. Je vous propose d'écouter tout de suite la porte-parole du Centre interfédéral de crise. Elle est plutôt satisfaite. À travers le territoire, la croissance exponentielle semble interrompue. Nous assistons toujours à une augmentation du nombre de nouveaux cas, mais cette augmentation a ralenti ces derniers jours. Alors dans la ville d'Anvers, on assiste déjà à une légère diminution du nombre de nouveaux cas. Ce qui pourrait signifier que si l'on continue à respecter les mesures, on s'écarte d'une éventuelle deuxième vague. Les soldes ont été décalés à cause de cette pandémie et cela ne marche pas. La première semaine montre une chute des ventes très nette en comparaison avec l'an dernier. Le syndicat neutre pour indépendants parle de 35 à 40% de baisse. Les obligations sanitaires font visiblement fuir le client. Reportage à Charleroi de Thomas Deschamps. Depuis 10 jours et le début des soldes, cette commerçante compte les heures et surtout compte ses sous. Peu de travail et peu de rentrées, même pour un lundi matin, l'ambiance est exceptionnellement calme. Pour des soldes, c'est très calme, oui. Comparé à l'année passée, on a déjà une full day 10 heures où les chiffres sont à 400 € de l'heure. C'est très compliqué. Là, on a des 100, 120 €. Le magasin est vite rangé, vous voyez. Magasin vite rangé et clients vite partis. 30 minutes par échoppe, pas plus, c'est la règle cette année. Une règle qui en a découragé plus d'un à pousser les portes des centres commerciaux. On n'a vraiment pas beaucoup de temps parce qu'on nous observe, on nous regarde, on nous précipite un petit peu et donc du coup on a le temps de rien voir, rien chercher vraiment et si c'est pour acheter pour ne pas avoir ce qui nous plaît, ça sert à rien non plus. Donc Généralement j'aime bien regarder les vêtements, c'est vrai. Et j'aime passer du temps dans les magasins et c'est vrai que 30 minutes c'est assez tôt. Puis il y a le masque qui nous empêche de respirer, ce qui est vraiment horrible. Donc voilà, non, j'ai pas fait les soldes à ce moment-là, quoi. Résultat, après plus d'une semaine de promotion, le bilan est désastreux. Les rentrées sont en baisse de 40% par rapport à l'année dernière. Le syndicat neutre pour indépendants pointe ses contraintes de temps, mais aussi l'obligation de faire son shopping en solitaire. Ce qui est totalement à l'antipode, je dirais, des logiques du shopping et des soldes, plus qu'habituellement. Les soldes, on les fait en famille, on le fait avec son mari, on le fait avec ses enfants ou avec sa bulle sociale. Et donc, effectivement, c'est un gros problème. Ils sont plus réticents cette année. Il y a le port du masque, il faut se désinfecter les mains, on ne peut pas rentrer en famille, on ne peut pas rentrer en couple, entre amis. L'affluence est beaucoup moins importante. Le fait aussi que les personnes ne peuvent pas venir avec un accompagnant, forcément, est un frein supplémentaire. Donc les gens sont beaucoup plus réticents. La canicule, mais aussi et surtout les inquiétudes socio-économiques de la population ont sans doute accentué la tendance. Un consommateur qui craint pour son avenir est généralement un consommateur qui préfère garder ses sous pour plus tard. Et si vous préférez aller faire du shopping à Paris, sachez que le port du masque devient obligatoire dans les quartiers les plus touristiques. Alors bonjour Adeline Percept, c'est le cas par exemple à la butte Montmartre ou encore dans la rue du Commerce où vous vous trouvez actuellement. Mais par contre, ce n'est pas le cas, il ne faut pas porter le masque sur les Champs-Élysées ou près de la Tour Eiffel. C'est pas simple de s'y retrouver quand même. C'est vrai que de prime abord, ça peut paraître compliqué de s'y retrouver. Il y a une centaine de rues qui sont concernées dans Paris, dans à peu près tous les arrondissements. En réalité, il faut juste être pragmatique. Il faut, quand on est dans une rue, voir si on peut se croiser facilement ou s'il y a beaucoup de commerces. Et effectivement, si on ne peut pas se croiser, si la distanciation sociale, on ne peut pas la respecter, eh bien, à ce moment-là,
on met le masque. Alors pourquoi cette mesure? Parce qu'on sait qu'à Paris, en Ile-de-France, le virus circule plus activement depuis la mi-juillet. 2,4% de tests qui s'avèrent positifs contre 1,6% de moyenne nationale. Alors effectivement, il y a aussi d'autres villes en France, et notamment dans les régions côtières, où ce genre de mesure est désormais pris. Ici à Paris, en tout cas, on vient de voir la police passer plusieurs fois dans la rue pour commencer à avertir les gens. On fait de la pédagogie. D'ici 15 jours, ça va devenir fortement contraignant. Comme d'habitude, des amendes de 135 € pour les contrevenants. Voilà pour ces précisions. Direct de Paris. Merci Adeline. Les élections en Biélorussie, c'est le président sortant qui a remporté le scrutin. Alexandre Loukachenko aurait obtenu 80% des suffrages, un score contesté par l'opposition qui parle de fraude et d'intimidation. Des manifestations ont d'ailleurs éclaté hier soir dans la capitale. Le président, très controversé, est au pouvoir depuis 1994 et nombreux sont ceux qui espéraient le voir tomber sans succès. En bref, notons aussi cette attaque d'un convoi au Niger. 6 humanitaires français ont été tués alors qu'ils faisaient une excursion dans une réserve naturelle à quelques 50 km de Niamey, la capitale. Leurs 2 guides sont également morts. Le président Macron a condamné avec force cette attaque qualifiée d'attentat et il entend bien poursuivre la lutte contre les groupes terroristes actifs dans la région du Sahel. Les suites aussi de cette double explosion au Liban. Dire qu'elle a marqué les habitants de Beyrouth est un euphémisme. Ils sont aujourd'hui traumatisés. Certains sont en colère. C'est ce qu'a pu constater aussi Quentin Warlop à l'aéroport de Bruxelles ce matin. Un avion en provenance de Beyrouth devait atterrir peu après 10 heures et à son bord, des passagers meurtris. Des bandages sur une partie de leur corps, stigmates de l'explosion de Beyrouth. Tim et sa femme étaient dans leur appartement soufflé par l'explosion. Eux ont été sauvés parce qu'ils étaient assez loin de leurs fenêtres. La vie ou la mort dépendait de l'endroit exact dans l'appartement. Il y a beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils étaient quelque part où les pièces de la fenêtre ont volé dans leur corps. Et donc, pour nous, c'était le bon endroit. Tous sont touchés par des bris de verre. Blessés mais vivants, ces Belges étaient à moins d'1 kilomètre du lieu de l'impact. Les hôpitaux, il n'y avait pas de question d'entrer dans l'hôpital. Alors on a tourné 4-5 hôpitaux, il n'y a pas de place, où les hôpitaux étaient fort détruits aussi. Et puis c'est mon employeur qui m'a pris en charge chez lui. On a trouvé un médecin qui est venu à domicile pour faire tous les points de suture. Mais ça va. Le vol de ce matin a été complet. Libanais ou Belges soulagés de rentrer, mais choqués. Niet te beschrijven wat er allemaal gebeurt. Lana Sarah est de retour pour protéger, dit-elle, sa fille de 6 mois, avec l'impression d'abandonner son pays. C'est juste un déchirement. La majorité des gens sont encore sous le choc, et moi inclus. Et il faut vraiment que le Liban soit aidé, parce que le Liban ne s'en sortira pas sans aide aujourd'hui. Premier vol retour de Beyrouth et premier départ aussi. Presque personne. Claude, lui, a de la famille et des amis victimes de l'explosion. Pour l'instant, il faut juste ramasser ce qui a été cassé pour reprendre un peu de force et pour redémarrer, prendre un nouvel élan et redémarrer. C'est vraiment une attitude libanaise que quoi qu'il se passe, c'est un peuple qui est incassable. Qu'ils soient de retour ou qu'ils décollent vers le Liban, tous sont touchés par l'explosion qui marquera à jamais l'histoire du pays. On vous emmène à présent. Bonjour, pouvez-vous aller à la côte belge aujourd'hui? Gare fermée, filtrage aux arrivées, visiteurs d'un jour interdit. Les annonces et décisions des bourgmestres de la côte arrivées en ordre dispersé hier. Alors ce matin, qu'en est-il? Eh bien, sachez que Knock est la seule commune qui maintient l'interdiction des visiteurs d'un jour, et ce jusqu'à nouvel ordre. Pour le week-end prochain, des contrôles policiers seront renforcés dans les gares et sur les plages, mais tout est accessible. Quant à la question des trains, faut-il ou non que la SNCB en ajoute alors qu'il faut limiter l'affluence vers la mer? Une réunion est prévue aujourd'hui entre le ministre de la Mobilité François Belot et le ministre de l'Intérieur Peter De Crème.
Les températures sont déjà hautes à cette heure-ci. On annonce jusqu'à 30 degrés en fin de matinée, 36 cet après-midi. L'IRM a classé cette période vague de chaleur nationale. C'est lorsqu'on enchaîne 5 jours à au moins 25 degrés, dont 3 avec un seuil de 30 degrés. Les nouveaux cas de Covid-19 en Belgique continuent à augmenter, mais plus lentement. C'est ce qui ressort des chiffres de Sciences & Anno publiés ce matin. Entre le 31 juillet et le 6 août, on a compté en moyenne 580 nouveaux cas par jour. C'est une augmentation de 16% par rapport à la semaine précédente. Et dans ce contexte, une énième annulation d'événements, celle de la Night of the Proms au Sport Palais d'Anvers cet automne. Cette série de concerts qui allie rock, pop et musique classique est annulée chez nous, mais aussi en Allemagne et au Luxembourg. Les billets achetés seront directement transférés aux dates de l'année prochaine. Au Bélarus, c'est désormais officiel. Le président sortant, Alexandre Loukachenko, a remporté l'élection d'hier avec 80% des voix. Il va donc enchaîner un 6e mandat consécutif à la tête du pays. Hier, des opposants ont manifesté à Minsk, la capitale. Il y a eu des affrontements avec la police. On apprend ce matin qu'il y a eu un mort, des dizaines de blessés et au moins 110 personnes interpellées. Enfin, on retient sa respiration à l'île Maurice où un bateau japonais échoué fin juillet sur la côte sud-est de l'île menace de se briser. Il y a 4000 tonnes de pétrole à bord. La zone est un récif protégé, un véritable joyau écologique. Une marée noire serait évidemment une véritable catastrophe. Hier, des équipes d'intervention ont réussi à bloquer provisoirement la fuite de pétrole qui se déversait du bateau. Une intervention qui ne suffira évidemment plus si le bateau se brise. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute. Retrouvez toute l'info sur rtbf.be. Et tout de suite, Tendance Première, c'est avec vous, Cédric Wautier. Tout à fait. En pleine forme. Ouais, en grande forme, comme un lundi matin. Est-ce que vous avez déjà écouté de la musique dans un cimetière ? Je ne pense pas, non. Vous allez pouvoir le faire. Au pied d'un F-16 ? Encore moins. Vous allez pouvoir le faire. Ça devient très étrange. Oui, on va parler d'un festival un petit peu particulier qui met à l'honneur la musique du monde, mais dans des lieux particuliers. Ce sera aux alentours de 11h15. Merci beaucoup. Retour de l'information à 11h. 10h, 11h30. Tendance Première.